want Philly? Yeah, let's do it. Over the middle and into the end zone. Zach Ertz for the touchdown. The Philadelphia Eagles are Super Bowl champions. Eagles fans everywhere. This is... Et bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode 111 du Fly Podcast Fly. Épisode nostalgie, épisode retraite, épisode transfert, puisque 3 joueurs nous ont quittés ces dernières semaines. Une légende absolue, Jason Kelce, une légende, Fletcher Cox, et un très bon joueur récent, Haason Reddick. On va parler de ces 3 joueurs, et pour en parler, évidemment, j'ai avec moi Loïc. Salut Loïc. Salut Victor. Et j'ai avec moi Grégory. Bonjour Grégory. Bonjour Victor, bonjour Loïc, bonjour la France des Eagles. Je vais demander à Loïc de mettre son micro devant la bouche parce qu'on voit que c'est encore un jeune amateur qui n'a pas tout à fait le niveau pour dire bonjour. Moi, je pensais que c'est lui qui était transféré au podcast des Cowboys, mais bon, finalement non. Il reste et c'est tant mieux. On l'aime énormément. Mais c'est pour ça que tu es là, tu nous coaches, c'est important. D'ailleurs, il est tellement professionnel que vous ne le voyez pas, mais lui remonte son micro pour bouffer à tous les moments où il ne parle pas. Ça, c'est un vrai professionnel. Le rythme est intense, Victor, le rythme est intense. Évidemment. Écoutez, on va commencer avec Jason Kelce. Donc, c'est pas non plus une surprise, hein. Ça fait maintenant quelques années que c'est dans les tuyaux. Jason Kelce s'en va, 36 ans, évidemment champion de Super Bowl, 6 fois dans la première équipe All-Pro, 7 fois Pro Bowler. Un joueur qui, paradoxalement, n'a eu la reconnaissance qu'il méritait qu'après ses 30 ans. C'est assez rare pour le signaler, puisque sa première sélection All-Pro, c'est à 30 ans, et donc il a réussi à en avoir 6 quand même, puisqu'il a été First Team All-Pro toutes les saisons de 2017-2023, sauf 2020. On se souvient de lui parce que c'est un des plus grands joueurs à son poste, tellement dominant que les gens connaissaient le nom et le visage d'un centre, ce qui n'est pas toujours le cas. On se souvient de lui parce que c'est le plus grand speech d'après Super Bowl de l'histoire, en toute objectivité, évidemment. On se souvient de lui parce que c'est un personnage médiatique. Loïc, Jason Kelce, là, on est dans le... j'ai même pas l'impression d'exagérer. On est dans le top 5 des plus grandes légendes de l'histoire des Eagles. Alors, justement, je pense, oui. Bon, après, c'est toujours compliqué de comparer les époques aussi, hein. C'est vrai qu'on est dans une époque où le fait qu'il participe à toutes sortes d'événements et avec les réseaux sociaux, forcément, ça lui donne une plus grande visibilité. Merci. Donc, il n'y a qu'à voir là, aux États-Unis, il vient d'avoir un grand événement, WrestleMania, qui était à Philadelphie. Il a participé. C'est pas anodin, c'est comme tu dis, c'est en plus d'être un excellent joueur, c'était un guerrier et puis c'est une bête médiatique. On le voit avec son podcast. Il va éventuellement participer au Monday Night Football sur ESPN. Je pense qu'on va encore entendre parler de lui, mais c'est sûr que ça va faire un gros trou déjà sur le terrain. Et puis probablement dans le vestiaire, mais après, il faut savoir aussi renouveler les cadres. Donc, je pense qu'il a bien fait de s'arrêter en étant au plus haut. Mais on rappelle qu'il y a 7 centres aujourd'hui qui sont Hall of Fame. Clairement, je pense que ces dernières années ont conforté le fait qu'il y sera. Le fait qu'il soit une bête médiatique fera peut-être qu'il y sera dès la première année, ce qui serait quand même assez sensationnel, encore une fois, pour un centre. Oui, mais après, il faut voir, parce que du coup, en même temps que lui, il y aura déjà Aaron Donald, donc déjà, il y a une place en moins. Voilà, donc il restera 3 places pour les autres. Ouais, Grégory, exactement. Donc, Jason Kelce, légende absolue, image de cette franchise, le Philly guy, même si à l'origine il n'y avait pas de Philly, mais le Philly guy comme on l'aime, le guerrier. Globalement, pareil pour toi, c'est l'image de cette franchise de ces 10 dernières années ? Non, non, c'est pas l'image de la franchise de ces 10 dernières années. Je vais y revenir, hein. Attention, ça ne veut pas dire que je l'aime pas d'amour. Juste, je complète ce que vous avez dit. Au début, quand on a lancé le podcast, on était enthousiaste en disant qu'il serait
possiblement Hall of Famer, et c'est pas du tout un reproche, mais tu nuançais parce que tu as donné la stat, il n'y en a eu que 7 et on avait des doutes. Mais justement, ce qui va faire pencher la balance dans cette nouvelle ère, c'est qu'il est devenu ce personnage de cirque médiatique tout en restant compétent et exceptionnel. Et c'est la première fois qu'on a un gros qui est capable de prendre la lumière comme seuls quelques wide receivers, un tight end et des quarterbacks, évidemment, peuvent la prendre. Quelques cornerbacks, si vous voulez. Donc ça c'est nouveau quand même, d'avoir quelqu'un qui a un rôle plutôt anonyme. Normalement, sur le terrain, quand bien même ceux qui aiment ce sport savent à quel point c'est fondamental. Mais en tout cas, il a réussi à le faire sans en plus avoir de messages de haine, j'exagère, mais en tout cas de trash talk envers d'autres. Donc moi, je trouve épatant ce qui s'est passé ces 4 dernières années. Je pense que l'émergence de son frère, la puissance des Eagles, le touche-push, enfin tout ça mis bout à bout, plus son podcast, font que il est devenu incontournable sur la scène médiatique et je pense qu'il ne faut pas oublier qu'il ne l'était pas il y a 4 ans. Voilà. Donc l'évolution est stratosphérique. Vraiment, moi qui travaille dans les médias, l'évolution de l'homme médiatique est venue au même niveau que la puissance sportive du garçon. Sauf que comme il était un poste, une fois de plus, j'insiste sur le mot invisible, mais pas pour les puristes, et ben, je trouve ça extrêmement fort. Il n'est pas le visage des 10 dernières années parce que pour moi, un visage de franchise reste quand même un quarterback ou un wide receiver, c'est très personnel. Donc c'est Nick Foles, le visage des 10 dernières années? Bah pour moi, si on me dit donne un seul joueur, pour 1000 raisons, valables, pas valables, des 10 dernières années aux Eagles, moi je donne Nick Foles, bien sûr. Bien sûr. Non, je ne dis pas, pas, mais donner. attends, je vais aller au bout. Je ne suis pas en train de te dire qu'il est l'image des 10 dernières années entières, Nick Foles. Je te dis, si tu me poses la question de un joueur, bah ouais, je prends celui qui nous fait gagner les 3 matchs. Bien sûr, maintenant, est-ce qu'il est dans la légende des Eagles? Oui. Est-ce qu'il est une légende absolue des Eagles? Oui. Mais je veux qu'on nuance ces 2 questions sur mon point de vue, Loïc. Voilà. Pour moi, ces postes-là ne peuvent pas incarner une image. Mais ça, c'est très personnel. Je ne chercherai même pas à être convaincu. Hein. Mais justement, c'est là, mais c'est tout à fait défendable hein, comme approche, et c'est sûrement l'approche de la majorité des gens. Je dis juste que justement, le fait qu'on puisse poser la question à propos d'un centre, ça montre toute l'influence qu'il a pu avoir, ne serait-ce que, quelle que soit la réponse en fait. Le fait qu'on se pose la question… Évidemment. Poser la question, c'est ce que j'ai dit quand j'ai dit que son niveau médiatique rejoignait son niveau sur le terrain. Et là, tu as raison. Se poser la question, c'est un exploit extraordinaire. Et on rappelle quand même sur le cas du Hall of Fame que être 6 fois All-Pro en tant que centre, ça n'est arrivé que 3 fois. Hein. C'est Demonte Dawson, donc, qui était aux Steelers, si je ne dis pas de bêtises, et Jim Otto, qui était à Oakland. Bon, Jim Otto, c'est juste un tout petit peu… Lui, il a carrément 10 fois All-Pro. Donc, Jim Otto, c'est un peu compliqué. Mais il est top 3. En plus, il a sa bague. Ce que Jim Otto et Dermonte Dawson n'avaient pas. Bon, évidemment, tu ne peux pas reprocher à un centre de ne pas avoir une bague, hein, parce qu'il y a un moment où bon, ça reste un sport collectif et tu n'es jamais que ce centre. Mais bon, voilà, c'est vrai que c'est un cas assez incroyable. Clairement, est-ce que tu peux rappeler la règle du Hall of Fame? Combien de joueurs rentrent? Peut-être que certains ne le savent pas parmi ceux qui nous écoutent. Alors, c'est assez marrant parce qu'il y a une question à laquelle je n'ai pas de réponse. Donc, globalement, tu es éligible 5 ans après ta retraite. Ce qui permet d'éviter des joueurs qui seraient propulsés au Hall of Fame et qui, juste derrière, retournent sur le terrain. Bon, il y a parfois des exceptions comme Kobe Bryant, mais il y avait peu de chances qu'ils retournent sur le terrain. Globalement, donc 5 ans après, tu peux aller au Hall of Fame. Je ne sais pas s'il existe en vrai un quota exact, mais la réalité des choses est que à chaque fois, c'est 5 joueurs modernes qui rentrent tous les ans. Spoiler, dans 5 ans, il y aura Aaron Donald. Ça, je pense que personne n'en doute, hein, évidemment.
Mais on verra qui reste. Mais il y a quand même de grandes chances qu'il y rentre dès la première année. Et si ce n'est pas la première année, il y rentrera. Je me fais pas trop de soucis là-dessus. Je pense qu'il est en tout cas tout en haut des plus grandes figures de l'histoire des Eagles. On pense à des Brian Dawkins, on pense à des Chuck Bednarik, à des Steve Van Buren, à des Randall Cunningham, à des Donovan McNabb. J'essaye de faire un peu toutes les époques. À Reggie White, évidemment. Ah, j'allais dire. J'allais dire, Reggie, on il a manqué un quand même là. Il est tout en haut. Reggie, il est tout en haut tout seul. Il a manqué un quand même un peu là. Et d'ailleurs, je crois que c'est toujours le seul joueur de l'histoire à avoir son maillot retiré dans 2 franchises, puisqu'il fait quasiment moitié-moitié Eagles-Packers. Donc ça, c'est assez phénoménal. Cela étant dit, c'est la fin de notre... Est-ce qu'il va nous manquer? Est-ce que l'année prochaine, on est moins fort sans lui? Oui, je pense que oui. Pas beaucoup moins fort. Je pense qu'on a bien préparé le terrain avec... Loïc, il va dire que non, regarde. Non, j'ai évidemment plus son nom. Faut voir. Cam Jurgens. Cam Jurgens, merci, j'allais dire au centre de Nebraska, qui, je sais, il a joué garde l'année dernière, mais ça reste un centre, et je pense qu'il est là pour être centre. On verra si on draft un centre à la draft, ce qui est possible, mais... On avait préparé sa retraite depuis 2 ans. On avait préparé sa retraite déjà il y a 2 ans. Donc Jurgens ne joue pas la première année. Bon, il a la chance, entre guillemets, d'avoir eu l'expérience du terrain en tant que garde cette année. Donc, on part pas de zéro. On sait qu'il a du talent. C'est pas un lancer de pièces. Bien sûr que ça va nous affaiblir, mais on a préparé le départ. Donc, voilà. Et après, moi, il y a un truc qui est peut-être polémique. Mais bon, on a eu un effondrement historique l'année dernière. Absolument historique. Personne ne peut le contester. Et il y en a eu d'autres qui s'en sont relevés. Je pense au Lightning en NHL, par exemple. Mais globalement, je pense que pour le meilleur ou pour le pire, cet éclatement a montré qu'il y a un moment, il fallait peut-être renouveler, comme tu disais, Loïc, un peu le vestiaire. Et il va falloir le faire. Et ça sera pour le meilleur ou pour le pire. Mais je pense que c'était peut-être nécessaire. Mais en tout cas, voilà, Jason Kelce, les chiens, Angry Dog Run Faster, les chiens énervés courent plus vite. Les chiens affamés courent plus vite. On gardera en tout cas une très belle image de lui. Et je ne serais pas étonné que son numéro soit retiré, même si on sait que les Eagles sont un peu... Les Eagles, dans les années 60, ils ont retiré plein de no-name. Et maintenant, des Randall Cunningham et tout, ils ne les retirent pas. Donc, on ne sait jamais ce qu'ils vont faire. Ça, c'est la première... Mais bien un petit billet qui le retire parce qu'il y a une puissance médiatique. Je pense, ouais. Ça, c'est le premier chapitre. On ouvre le deuxième chapitre. Fletcher Cox. Alors, je vais vous laisser en parler, mais je vais être méchant pour commencer. Fletcher Cox, c'est un incroyable défensif tackle, un des meilleurs défenseurs de l'histoire des Eagles, etc. Mais quand on m'a annoncé sa retraite, moi, j'ai eu à peu près 0 d'émotion. Parce que je trouve que c'est un joueur, après, c'est comme ça, mais tellement linéaire et tout, que globalement, son impact sur la franchise a été 10 fois moindre que ses performances sur le terrain. Alors, je n'enlève pas le fait que ça soit un incroyable défenseur, meilleur défensif tackle de l'histoire des Eagles, tout ce que vous voulez. Mais c'est vrai que ça m'a moins touché pour le coup. Loïc, toi, est-ce que c'est un peu pareil ou est-ce que tu as vécu différemment? Oh, moi, ça m'a fait ni chaud ni froid. De toute façon, autant il m'a quand même bien surpris l'année dernière par son niveau, mais moi, ça faisait déjà 2 ou 3 ans où pour moi, de toute façon, il devait partir. Mais en fait, pour moi, il a eu une carrière un peu opposée à Kelce, dans le sens où les 5-6 premières années, on était là à le dire, il est quasiment au niveau d'Aaron Donald et tout. En tout cas, c'est le meilleur après Aaron Donald. Et après, l'âge et puis le nombre de snaps et l'usure ont fait que son niveau a baissé. Mais non, mais c'est dans la suite logique. Moi, ça m'étonne pas qu'il prenne sa retraite. Lui aussi, il finit plutôt sur une bonne saison personnelle par rapport à ce qu'il avait fait les 2 années d'avant. Donc, lui comme Kelce, de toute façon, c'est des joueurs qui ont souvent été blessés et qui ont joué à travers les blessures. Donc, je suis pas étonné qu'ils prennent leur retraite et qu'ils en aient marre, qu'ils soient fatigués, c'est normal. Moi, je le trouve très dur avec Fletcher Cox.
Je juge pas parce que c'est un sentiment personnel, donc ça, chacun ressent comme il veut, et c'est même pas un débat, en fait. Moi, je vous trouve dur parce que l'argument des années où il est un peu moins bon, bah, c'est vrai pour 97, 18, voire 99% des joueurs. Et Moi, Jason c'est pas ça Kelce, l'argument, c'est non, vraiment non, le mais, côté non, neutre. mais justement, là j'y viens par rapport à ce que dit que ça fait déjà 2-3 ans. Moi, c'est pas grave, puisqu'il faut que là, on me demande de juger à l'aune de sa carrière entière. Donc, pour moi, un joueur qui décline parce qu'il vieillit et parce qu'il a un poste très exigeant, c'est normal et je ne peux pas le juger sur ça. En tout cas, je ne veux pas le juger sur ça. Kelce est anormal par rapport à ça, tu vois, par rapport au niveau qu'il avait malgré les blessures que tu as justement soulignées ou l'envie encore permanente ou l'âge qui grandissait. Quand on dit que tu es le meilleur defensive tackle de l'histoire d'une franchise comme les Eagles de Philadelphie, bah, c'est pas rien quand même. Alors oui, il a jamais, il a rien fait pour emporter les cœurs. Il n'y a jamais eu d'envolée lyrique, que ce soit écrit ou que ce soit même sur le terrain, finalement. Mais enfin, il est un pion majeur du Super Bowl gagné. Il est un pion majeur d'une franchise qui va en playoff quasiment 9 fois sur 10. Là, t'exagères. Moi, je trouve que c'est un mec énorme et que souvent, dans une franchise, on a du mal à peut-être, soit on est trop amoureux d'un joueur qui s'en va, soit on est trop dur en disant maintenant next parce que c'est ce sport-là et ce business-là qui veut ça. Moi, je trouve qu'il mérite un maillot retiré comme Kelce. Voilà. Donc, il est allé en playoff 9 fois sur 10, source Grégory Hacher Non, mais évidemment, j'ai pas joué là. Mais il va les Eagles falloir ont reprendre été les quand cours même. de maths. Hein. Ça va Les pas, là. Eagles ont mais été par très contre- souvent en playoff. Non, je suis d'accord, mais par contre, en fait, enfin très souvent dans son début de carrière, non, mais après, oui. En fait, là, ce que je trouve terrible, c'est que on aime tous Brandon Graham, hein, mais il a fait sa première saison à 10 sacs l'année dernière. Il est bon dans la longévité, mais il n'a pas la moitié de la carrière de Cox. Mais bien sûr. Sauf que comme c'est un leader et comme il provoque le fumble du Super Bowl, je pense que dans l'esprit des gens, ils se souviendront plus de Brandon Graham que de Fletcher Cox. Non. Bah Alors, oui, toi, tu me reprochais de me souvenir plus de False en joueur des 10 dernières années. Non, mais je t'ai dit que c'était parfaitement recevable. Je ne suis pas allé contre toi. Hein. Je comprends totalement l'argument. Mais c'est horrible parce qu'encore une fois, incroyable joueur, tout ça et tout. Mais regarde, la truc, si on s'amuse à jouer à ça, non, mais parce qu'après tout, c'est un jeu là, puisqu'on rend hommage et qu'on n'est pas dans un débat sur des positions tactiques. Moi, je l'ai déjà fait plusieurs fois sur des joueurs de foot traditionnels. Ouais. Mais si on s'amuse à jouer à ça, si je pose la question, est-ce qu'on gagne le Super Bowl sans Foles cette année-là? Sans Foles à ce niveau-là? Non. Voilà. Est-ce qu'on gagne le Super Bowl avec Foles à ce niveau-là, les coéquipiers à ce niveau-là et un bon centre, pas au niveau de Kelce? Je sais pas. Bah, moi, je pense que oui. Je pense pas. Moi, je pense que oui. Je pense que tu as oublié qu'on jouait déjà sans Jason Peters la bonne partie de la deuxième saison. Je pense que si tu enlèves en plus. Moi, j'ai pas oublié, malheureusement, Kelce, parce que je suis malheureux pour lui. En plus, Kelce, non, je pense que la ligne a se fait éclater la tronche. Hein. Donc, du coup, moi, je trouve qu'avec Fletcher Cox, quand en plus il y avait l'absence de Peters et que en leader sur les lignes, que ce soit offensif ou défensif, il a eu ce rôle important. Et je veux dire, ce travail de l'ombre, si on le salue pour l'un, il faut le saluer pour l'autre. Non, mais je suis d'accord. Mais j'ai tout à fait conscience d'être injuste, entre guillemets, envers Fletcher Cox par rapport à ce que j'ai dit sur Cassie. Hein. Ce qui est ouf, c'est qu'on va plus se souvenir des splash plays de Kelce quand il déboule sur les screens et qui fait des blocs improbables que des splash plays de Cox. Je te demande de me citer un. Les splash plays? Ouais, les splash. C'est dur à dire, hein. C'est dur à dire. Hein. Ça va te coûter cher en orthophonie, surtout, quand la nuit a été courte à cause d'un enfant. Mais bref. Non, mais Cox te demande un play marquant ou un match marquant. Est-ce que tu vas être capable de m'en citer un? Alors qu'il a fait plus de 10 ans quand même. Non, mais je suis d'accord. Mais quand tu vois, par exemple, il a joué 12 matchs de play-off, il fait 2 sacs et demi. Bon. Je suis même pas capable de te dire dans quel match, tu vois. Alors, il en fait un contre Atlanta. Ça, je dois avouer que je m'en souviens pas.
Il en fait un contre les Giants en 2022, ça je m'en souviens. Et il en fait un demi contre Tampa Bay. Sûrement, mais de toute façon, comme ce match, je l'ai coupé au milieu du 3e quart-temps et que je regarderai jamais, je fais confiance aux stats. J'en ai rien à foutre de ce match, il n'a jamais existé. Mais bon, voilà, c'est quand même... Alors là encore, moi, là où... Je suis désolé, mais je vais faire une ode à Howie Roseman. Et Loïc va pas aimer, mais... Mais il moi, s'est je dis rien, adouci en 4 ans. On dit Il s'est toujours- adouci en 4 ans. On dit toujours, enfin, la plupart des équipes draftent pour que les rookies impactent tout de suite. Spoiler, il n'y a pas 5% des rookies qui sont impactants en année 1. Il y en a, hein, mais ça n'arrive pas souvent. Nous, on est un peu vraiment dans l'excès inverse, c'est-à-dire on ne fait pas jouer les rookies en première année, sauf exception. C'est très rare. Mais du coup, on a des plans pour tout. Je veux dire, Cox n'est plus là, il y a Jalen Carter. Kelsey n'est plus là, il y a Cam Jurgens. Demain, Brandon Graham sera plus là, il y a le mec qu'on aura sélectionné au 1er ou au 2e tour de la prochaine draft. Et je trouve que cette capacité à anticiper et du coup à pas se retrouver... Parfois, il y a des équipes, typiquement Donald, là, il prend sa retraite. Là, tout le monde dit, putain, le besoin numéro 1 des Rams, c'est defensive tackle. Ils sont obligés de prendre Jerson Newton ou autre à la draft. Moi, je trouve que le grand avantage, c'est qu'on a 2 idoles qui s'en vont et qu'on n'a même pas besoin d'un draft. On les a déjà remplacés. Et ça, c'est la preuve d'un grand management pour moi. Je pense que les premières drafts lui ont servi de leçon. Parce que si on se souvient des drafts, ces 2 premières, si je me souviens bien, il y a 2011 et je ne sais plus si c'est 2010 ou 2012. Mais 2011, vous sortez la draft de 2011. En fait, il a drafté pour les besoins immédiats des safeties qui n'ont même pas joué 3 snaps en NFL au 2e tour. Le garde qui est devenu pompier parce qu'en fait, football américain, ça ne l'intéressait pas parce que tu avais besoin d'un garde tout de suite. Là, franchement, moi, j'ai pas de problème à dire que quand il fait des grosses conneries, il sait apprendre. Et en général, il retient les leçons. En général, parce qu'il y a 1 ou 2 postes, il en a envie. Genre linebacker et... Non, mais après, les drafts d'il y a 12 ans, 13 ans, bon, je veux dire, sur toutes les équipes... Non, mais ça lui a servi. Il y a des drames à faire. Mais justement, c'est bien qu'il apprenne de ses erreurs. Ah oui, ça lui a servi. Oui, après j'attends de voir, moi qui vais aller dans ton sens, j'attends de voir cette année, par exemple, en cornerback. Ouais, mais après, cornerback, C'est plus différent. ça avait été expliqué déjà que l'année où il draft Devonta Smith, s'il y avait eu Surtain ou Jesse Horn de disponible, ils n'auraient pas pris Smith. Hein. Et après, tu as aussi un concours de circonstances qui fait que... Surtain, oui, et Jesse Horn, je ne suis pas convaincu. Mais... Si, il y a déjà eu plusieurs reports qui l'expliquaient. Hein. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'il ne force pas une position. Moi, si demain, tu me dis « Ah ouais, il va absolument prendre un tackle en 1er tour », ouais, mais en fait, tu peux pas savoir tant que tu n'as pas vu comment ça s'est déroulé devant. Tu vas pas... Bien sûr. Tu vas pas aller prendre le 8e ou 9e tackle de ton board juste pour prendre un tackle si tu as des edge ou des cornerbacks ou des coupeurs de jambes. Non, mais même quand ils vont chercher Jalen Carter, Jalen Carter l'an dernier, parce qu'ils sont les seuls à croire alors qu'il fait des tests kata. Tu vois, moi, c'est un de mes moves préférés. Moi, mon move préféré, c'est le move où vous m'avez le plus insulté ma famille, insulté ma mère, insulté mes enfants. C'est quand il a anticipé le départ de Carson avec bébé. Voilà. Jamais j'insulterai ta mère. C'est pas grave, ça fait partie du jeu. Bonjour à Madame Hacher. Alors, pour le coup, non, ce qui est marrant avec ta draft, c'est que moi, le souvenir que j'ai de la draft, c'est qu'on trade up pour André Dillard et que tous les médias se déchaînent en disant c'est incroyable, ils l'ont eu en 22, c'est le style de la draft, ils sont passés devant Houston. On avait A+ partout sur le choix d'André Dillard. F. Mais comme quoi, il y a un côté loterie quand même. Hein. Ah bah bien sûr. C'est le plus gros échec de Statland depuis qu'il est aux Eagles. C'est le seul d'ailleurs. What if Carolina prend CJ Stroud et pas Bryce Young? Ouais, ça va devenir peut-être un gros what if sur les prochaines saisons, mais bon. Ça peut être le Sam Bowie de Michael Jordan. Après l'avantage aussi pour revenir à Carter, c'est que
tu une équipe de playoff qui va au Super Bowl et tu as un pic dans les 10 premiers. C'est une situation assez Inédite, ouais, tu as raison. inédite. Donc, c'est ça aussi l'avantage, c'est que tu avais le temps et les leaders pour l'entourer. Ah, mais le timing des drafts est très Ah oui. important et je Oui, vais y bien venir sûr. tout de suite. Je vais y venir tout de suite avec notre 3e départ. Hassan Reddick. Bon, là encore, hein, messieurs, on va pas dire qu'on l'avait pas vu venir. Ah non, Ça fait quand même là, 2 non, mois que tous les signes sont là. En plus, Josh Sweat en bon soldat a pris son pay cut, donc sa réduction de salaire, ce qui permet de rentrer dans les clous. Et donc, nous avons échangé Hassan Reddick aux Jets pour un 3e tour de draft 2026 qui peut devenir un 2e tour si Reddick joue un certain nombre de snaps. Et 67 5%, ou je crois. 75% des snaps. 7,5, je crois. Ouais, 67,5 et 10 sacs. Ouais, mais bon, il va affronter des Bills et les Dolphins, il va y arriver. Oui, moi, mais sachant aucun edge rusher des Jets n'a joué ce nombre de snaps puisqu'ils font des rotations. Mais personne n'avait son niveau en même temps. Moi, je vais vous dire, la défense du jeu. je sais que normalement, quand on analyse les pics, plus les pics sont loin dans le futur, plus ils doivent être dévalués. C'est-à-dire qu'un 2e tour 2024, en termes de value pure, c'est un 3e tour 2025, c'est un 4e tour 2026. On est d'accord, Loïc? Ouais. Oh oui, il n'est pas d'accord. Oh oui, C'est comme, ça conneries. comme ça que la majorité des GM. C'est comme ça que le trade chart value marche. Ouais, mais moi, exactement. je vais vous dire, les Jets, là, ils font 1 ou 2 ans avec Rodgers. Ils gagnent le titre ou pas, mais voilà. Et au moment où Rodgers se barre, cette équipe, ça va être une ruine totale. Et je pense que le pic en 2026, il sera beaucoup plus valable qu'en 2024. Mais donc, voilà, on va déjà parler du joueur. Là encore, on parlait de oui, qui, entre guillemets, anticipe. On a recruté l'année dernière Nolan Smith au premier tour. Exactement le même profil pour jouer ce profil d'outside linebacker, rusher dont on a besoin, ce qui n'empêchera pas de prendre un edge. Mais à mon avis, si on prend un edge à la draft, ce sera plus un setter à la Graham. À voir. Loïc, ce départ, alors forcément, on ne va pas dire qu'on est renforcé après ce départ. Oui, on est affaibli. On n'a aucune certitude que Nolan Smith sera au niveau de Reddick, mais en soi, tu ne peux jamais garder tout le monde. Est-ce que ça te choque qu'on soit séparé de Reddick? Non. Non, on en a déjà parlé. À partir du moment où tu avais Sweat et Reddick qui entraient chacun dans leur dernière année de contrat, tu savais qu'il y a quelque chose qui allait être fait. Tu pouvais pas garder les deux. Donc moi, je pensais qu'ils allaient en prolonger un et en trader un autre et après recruter un edge. Donc ils ont fait 2 choses sur 3 puisqu'ils n'ont pas prolongé l'un des deux, mais ils en ont tradé un et recruté un autre. À partir du moment où tu files 17 millions par an à un edge rusher sur le marché et que tu as un premier tour de l'année dernière, bah forcément, tu vas pas garder les deux autres qui sont dans leur dernière année de contrat. Oui. Pour moi, ça n'a pas de sens en fait. Surtout que ça te bouchait en fait la possibilité de prendre un edge là à la draft. Si tu veux en prendre un au premier ou au deuxième tour. Comme a priori, c'est plutôt une bonne classe. Après, le truc, c'est que après, là où tu as raison, c'est que malheureusement, ce jeu-là, tu peux pas te garder tout le monde parce que sinon, tu peux pas jouer en fait. Tu peux pas payer tout le monde de toute façon. Non, mais Donc l'idée, c'est d'être le moins couillon possible et de le plus dans l'anticipation possible. Et à un moment, quand même, faire un choix. Parce que tu as choisi que c'est lui qui partait. Oui, après, concrètement, tu n'as pas obtenu ce que tu espérais pour lui parce que le marché était comme ça. On l'a vu, hein, les Bills contre des Diggs qui ont eu 3 francs 6 sous pour Ouais, c'est fou, hein. des Texans. Mais moi, je trouve que c'est déjà mieux que dont ça a été traité avec Hertz et Malcolm Jenkins, par exemple. On se souvient, hein, qui était parti quasiment pour rien. À un moment donné, il faut savoir te séparer des joueurs, même si ça peut faire chier. Je comprends. Mais tu peux pas garder tout le monde tout le temps, donc moi, non, moi, ça me choque pas. Après, c'est sûr qu'un pic en 2026, Oui. ça fait pas un renfort tout de suite, quoi, mais bon, on verra sur le long terme. Après, Mais c'est peut-être vrai qu'à la que draft 2026, quand on fera notre podcast, qu'on attaquera la 300e, peut-être pas 150, on se dira, bah tiens, les Eagles ont une fin de premier tour et 2 pics au second tour, avec celui des Jets, c'est le 33e, 34e. T'en sais rien, voilà ce que disait
Victor, moi, sur l'instant, je suis un peu déçu. Je me dis, merde, c'est un gars qui sac beaucoup, c'est un gars qui met beaucoup de pression. Sur l'instant, je suis déçu de ce qu'on obtient en échange. Parce que on est forcément affaibli, je reprends le mot de Victor. Et puis après, moi je sais, je n'ai aucun avis sur Nolan Smith. Je suis incapable de savoir s'il est capable d'être performant ou pas. Sincèrement, il n'a pas joué, c'est bien le Non, problème. mais au moins, il va avoir l'occasion incapable. de montrer. Voilà. Ah, mais Il ça, va c'est très avoir bien. Ça, c'est formidable. Et ils vont le faire. Et c'est pour ça que c'est cohérent. Mais je pense quand même on devrait savoir assez vite, quoi. Voilà. Bon, Et en fait, j'aimerais pas que ça devienne un need avant la limite. En fait, ce qui me dérange, moi, c'est que le pic, il est en 2026. Donc, même si tu veux. En fait, pour moi, j'espérais qu'ils soient au moins en 2025. Comme ça, si tu faisais des trades à la draft, c'était possible d'utiliser ces pics-là. Là, un pic en 2026, la majorité des équipes, ils vont rigoler en entendant ça. Donc, comme la majorité des GM sont en danger, ils vont pas aller chercher, ils vont pas accepter un pic dans 2 ans. Si tu as besoin de trade-up au premier tour pour aller chercher, je sais pas, un cornerback ou un tackle ou j'en sais rien. En fait, Non, mais ça. c'est pas utilisable actuellement, c'est sûr. Ouais, c'est ça. En fait, c'est comme si, là, je parle pour le tout de suite maintenant, c'est comme si tu avais laissé partir Reddick pour rien, en fait. Tu vas pas avoir de renfort via son trade immédiat. Après, on verra dans 2 ans, mais de toute façon, je pense qu'il y avait rien de mieux que ça, donc c'est toujours mieux que rien. Ça me paraît curieux qu'il n'y ait rien mieux sur Reddick, mais je crois que tu as raison. Mais Mais parce c'est que, en la fait, pire période pour faire un trade. Quelques ouais, semaines avant la draft, c'est toujours là où les values sont les plus basses. Normalement, il faut trader avant la FA, enfin avant le marché des agents avant que ça libres, ouvre. après la draft, ou alors au moment des camps d'entraînement, ou encore plus quand un joueur se blesse, hashtag Sam Bradford. Mais là, tu pouvais pas attendre la draft, en fait, parce que non, si tu draftes un edge genre, au premier je ou suis au d'accord. deuxième tour, bah, la terre entière est au courant que tu vas le couper de toute façon, donc il n'y a pas de mystère. Mais Ce qui en dit long sur ce que tu veux à la draft quand même. ouais, après, faut pas oublier que du coup, les Jets, ils ont accepté de trader pour lui alors qu'ils n'ont pas du tout d'accord pour une prolongation de contrat. Il a plus qu'un Oui. an de contrat, hein. Ouais, ouais. Et il demande a priori 25 millions par an, donc c'est pas non plus négligeable. Ce que ne valent pas ces 10 derniers matchs de la saison régulière. Pas de playoff. Mais d'ailleurs, sur aucun de nos joueurs. Hein. Franchement, ouais, je sais pas. Bah, Enfin, je sais pas, moi. Je sais pas ce que valent ces mecs-là depuis 10 matchs, pardon. Hein. bah, Je sais pas ce qu'ils franchement, valent. Hein. c'est compliqué à dire de l'extérieur avec le changement de coordinateur défensif en milieu de saison. On va savoir ce qui s'est vraiment passé. On a d'ailleurs Compliqué à très peu dire. d'infos. Hein. En vrai, on a eu très peu d'infos hein, sur ça. Hein. Moi, je pensais que là, quand on se retrouverait pour ce genre de podcast, on aurait davantage d'explications. Hein. Bah, Cox a dit que certains avaient pensé qu'à leur gueule, donc on va savoir qui il visait. Je sais pas. Victor Rouillet, peut-être. Peut-être. Non, mais moi, je trouve que, encore une fois, il y a des choses qui sont parfois inexplicables. Le groupe a été incroyable il y a 2 ans. Il s'est craché l'année dernière dans des circonstances historiques. Encore une fois, je prends l'exemple du Lightning, qui est donc, pour faire court, ils avaient fait la meilleure saison régulière de l'histoire du hockey. Ils sortent au premier tour des playoffs 4-0 dans une équipe qui se déchire, mais match après match. Et l'année d'après, le même groupe devient facilement champion. Il n'y a pas de logique. Il y a pas de quand il y a de l'humain, il n'y a pas de logique en fait. Donc Ouais, écoute, Tu veux que j'achète un maillot des Lightnings? Bah, très bien, je vais le faire. non mais Voilà. du Lightning, c'est au Oui, singulier. du Lightning, tu as raison, tu as raison. Non, mais pour le coup, voilà, encore une fois, c'est juste que c'est juste que je trouve absolument inexplicable parfois pourquoi ça marche pas, mais on l'a vu plein de fois même à des tout petits niveaux. Si vous avez joué au sport ou quoi, je veux dire, moi j'ai le souvenir d'un tournoi de water-polo, excusez-moi, référence sombre, Oh, où monsieur était en maillot de bain moulant. où on gagne tous les matchs de la saison et on se fait éclater en finale par une équipe qu'on a déjà battue 3 fois. Pourquoi ? Bah parce que c'est le sport, parce que c'est comme ça.
et que il y a des choses. Je pense que l'important, encore une fois, je pense que le départ des leaders et tout, ça va faire un peu remettre tout à plat. Ça Et va on faire de verra la ce que ça place. donne. On sait qu'une tête de con, par exemple, c'est G. Brown. Mais excusez-moi, hein, quand vous regardez le top 15 des receveurs, est-ce qu'il y a un top receveur dans cette ligue qui n'est pas une tête de con Par moment, c'est à se demander. Au moins, lui, il fonce pas avec sa voiture à 300 Oui, mais c'est pas grave km/h. parce que, en fait, quand il est servi, il est performant ou quand il arrive à faire des trucs. Donc, moi, c'est pas. Moi, je m'en fous. Hein, Et puis après, en plus, il a été très bien dans l'après-crise, A.J. Brown. Ah, mais c'était le seul qui se cachait pas, en fait. Mm. Mais moi, je pense que ça va faire de la place à certains joueurs. Il y a certains joueurs qui vont devoir step up. Je pense qu'un Carter, avec le départ de Cox, Il n'avait plus le choix. même si c'est que sa deuxième saison, pour moi, ça doit être un leader. Ça doit être le point d'ancrage de la défense. Donc voilà. Et puis Nolan Smith, c'était un leader à Georgia. Donc j'espère qu'en jouant, il va montrer un bon niveau. Et puis je pense que dans le leadership, il va remplacer Brandon Graham, par exemple, à terme. Donc Ouais, on verra. Hein Laisse-nous nous emballer. Ouais. Non, mais je pense que c'est important du coup d'avoir récupéré des joueurs qui ont un bon mindset comme CJ Garner-Johnson. Ah, mais moi j'adore. Oui, mais lui, il a été très bien chez nous. Puis après, il a dit vous êtes des bâtards. Puis il est revenu non, mais on est des bâtards, mais on s'aime. Donc du coup, bah voilà quoi. Non, mais moi je pense qu'il est totalement fait pour jouer dans ce genre de ville. Donc je ne changerai pas d'avis, on verra ce qui se passe. Ah non, c'est vrai que par contre, il y a difficilement plus Philly que Garner-Johnson. Non, mais... Et moi je pense que tu as besoin d'avoir, moi je l'ai déjà dit, tu as besoin d'avoir ce genre de joueur dans le roster. Juste. Au moins c'est bien. En fait, les fans ils vont se déchaîner sur lui si ça va pas. Les autres ils vont avoir la paix. Donc ce genre de joueur c'est parfait quoi. Ça me rappelle à la grande époque Mourinho qui se prenait toutes les critiques et du coup ces joueurs ils étaient pépouses. Donc non, moi j'aime bien. J'aime bien. Bon, on fait quoi la draft maintenant, Victor? Eh ben écoute, réponse au prochain épisode. Le fameux épisode où je vais dire alors on parle de draft et Grégory va dire ouais j'y connais rien, je m'en fous. Grégory va dire moi j'ai lu alors qu'il Moi je vais dire je vais dire la draft. Bonsoir Victor, je vais écouter le podcast. Là, parce on que lance les gars, une pièce en l'air, oui ou non? Ah oui. Je ne suis pas les universitaires, je ne vais pas vous inventer que je suis les joueurs universitaires. Autant respecter nos auditeurs, non? Ah non, moi je considère que les auditeurs sont des cons, hein, évidemment, je respecte personne. Non, je dis que je ne veux pas mentir, parce qu'il y a déjà un gars qui fait 15 tableaux Excel sur la draft de 2038. Donc ça, c'est autre chose. Mais ça, c'est les comptables. Ça fait des tableaux Excel. Moi, j'écris encore à la main, j'oreille et je dis bonsoir, ou bonjour d'ailleurs. Donc évidemment, 2 écoles. Non, et je te suivrai avec amour, passion. Et quand tu as raison, je le dirai. Quand tu as tort, je le dirai. Non, mais là, ce que je trouve vraiment bien, pour le coup, c'est, comment dirais-je, qu'aujourd'hui, l'offre pour si vous vous intéressez vraiment à la draft, vous avez évidemment Touchdown Actu, vous avez évidemment Trick Play Podcast qui fait des fiches draft, il y a The Blue Pennant, etc. Il y a tellement de ressources, ce qui n'était pas forcément le cas il y a encore quelques années. Donc je pense que ça permet aux gens quand même d'appréhender beaucoup plus la draft qu'avant. On peut voir les matchs, NCAA par moment, ce qui n'était pas le cas avant. Hein. Bien sûr, mais on va pas. Moi, j'en connais bien plus. Là, je suis capable de citer 10-15 joueurs. Avant, je pouvais t'en citer un. Tu vois ce que je veux dire, évidemment. Non, bien sûr. Il y a encore le Heisman Trophy. Hein. Bah, tu es capable de citer Marvin Harrison parce que tu te souviens de papa. Quand même. Non, mais je suis. Et Jeremiah aussi. On va pas faire 4 heures d'épisode parce qu'encore une fois, il y a 1 million de podcasts qui partent draft, mais on va donner quelques pistes, notamment pour le premier et deuxième tour, parce qu'on vous rappelle qu'on a le 50 et le 53, si je ne dis pas de bêtises. Exact. Merci les Saints. Hein. C'est impossible qu'on reste comme ça. On restera peut-être pas comme ça, mais en tout cas, on a des pics. Donc, merci Grégory, merci Loïc. Merci Victor, merci Loïc. Merci Victor, tu nous parleras de ton pari au prochain podcast. De mon pari.
Bah oui, si les Eagles sélectionnent Cooper DeJean. Ah, c'est pas un pari. J'ai dit, si les Eagles sélectionnent Cooper DeJean au premier tour, je montre mon chibre en live sur TDA. Évidemment, c'est annoncé. Alain n'est pas au courant, mais je suis sûr qu'il sera d'accord. Je suis totalement partagé sur ce qu'il faut faire. Et je suis entre le dégoût et l'envie. Je suis sûr que Twitch comprendra, parce que les gars de Twitch, c'est évidemment des gens très compréhensifs. Donc, c'est important. Merci à tous. Oh mon Dieu. On vous souhaite une très bonne journée. Salut. Et rendez-vous, du coup, on va voir dans une semaine ou deux pour parler draft. Salut. Ciao. Salut. Open with a throw and a pass picked off by Dawkins. Brian Dawkins with the interception. And Dawkins is down